This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video. Watch now. Good sleep is everything. That's why Ollie's Science Back Support is made with a blend of melatonin and L-theanine for both kiddos and grown-ups. So when your mind won't switch off, you've got something that can help. Your racing thoughts and restless nights won't stand a chance. Find Ollie Sleep Solutions for the whole family at ollie.com. That's OLLY.com. Je crois qu'il est temps de enfin vous raconter la rencontre avec Whitney, ma deuxième jument après Paloma. Alors c'est vrai que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander en DM, mais on veut la suite après Paloma. Je vous avoue que Paloma, le podcast, ça m'a tellement brassée. Pour ceux qui l'ont écouté, j'étais en pleurs dans le podcast. Ça m'a tellement brassée que j'ai voulu faire une pause chevaux dans les podcasts, parce que moi j'aime bien les podcasts justement parce que je peux vous parler de tout puis de rien, et puis des sujets légers comme un peu plus dramatiques ou des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu envie de faire une pause chevaux parce que c'était très difficile. Le post-Paloma, de revivre ces émotions-là, j'ai mis un petit peu de temps, quelques mois, à me remettre et à me dire, bon allez, là tu vas pouvoir continuer l'histoire, maintenant c'est un peu fini. Bon, Whitney, c'est une histoire difficile aussi pour moi, parce que c'est la seule et unique jument, je vais vous spoiler la fin, que j'ai vendue, le seul et unique cheval que je n'ai jamais gardé. Et encore aujourd'hui, je le regrette quelque part, parce que pour moi, un animal, on ne l'abandonne pas, et je le prends comme un abandon en fait, parce que elle me correspondait, enfin, on s'entendait pas, je la comprenais pas, etc. Et c'est vrai qu'avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, eh bien, autant sur le comportement du cheval que sur, comment dirais-je, mes compétences en tant que masseuse équine, eh bien, j'aurais pu l'aider, j'aurais pu faire quelque chose avec cette jument. Mais à l'époque, et je m'en veux, j'étais dans la compétition. Pour moi, le cheval, j'aimais l'animal, bien entendu, mais ça me servait plus comme objet sportif que comme animal de compagnie. Pour moi, ne pas monter un cheval, c'était n'importe quoi. Enfin, non, c'était n'importe quoi. Je voyais pas l'intérêt d'avoir un cheval, de pas le monter. Aujourd'hui, je préfère 1000 fois m'occuper de mes chevaux, à les penser, à faire les soins, à les faire brouter, à même juste travailler à pied ou juste aller dans le pré les voir, plutôt que de monter. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais à fond dans le sport, à fond dans le saut d'obstacle, je pensais qu'à ça, les concours, enfin, c'était mon goal de vie. Et malheureusement, j'avais que ça en tête, et j'ai pas su comprendre ma jument, j'ai pas su comprendre Whitney, et j'ai pas su en fait l'aider. Dans ce podcast, ça va être l'histoire de Whitney, ma deuxième jument après Paloma. Donc pour petit flashback, je viens de perdre Paloma. Pour ceux qui ont écouté le podcast de Paloma, vous aurez toute l'histoire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter d'ailleurs. Et je suis dans un état mental et psychologique difficile. Pour moi, j'ai plus goût à l'équitation, j'ai plus goût à rien. Mais je suis entourée par des copains, on va dire, hein. Les gens dans l'écurie où je suis à l'époque, ce sont des copains qui me soutiennent beaucoup et qui me remettent tout de suite à cheval, tout de suite. Je me rappelle, Benjamin, je sais pas, je suis revenue aux écuries parce que j'avais Gitan, mon vieux cheval qui était là-bas en retraite, pour aller le voir. Et je me rappelle que Benjamin m'avait dit Steph, on a besoin de toi là, t'as 5 minutes, tu peux monter un cheval. Et moi je lui dis non, 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 ah si, 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 parce que là je suis dans la merde. Et en fait, je pense qu'avec le recul, c'était un peu une excuse, un prétexte, juste pour me faire remonter à cheval, parce que en fait, je pense que quand on a un gros choc comme ça, c'est comme une chute à cheval. Quand on a un trauma, un choc, si on remonte pas tout de suite à cheval, je pense qu'on abandonne. Et moi, clairement, dans ma tête, je voyais aucun intérêt de me remettre à cheval. Pour moi, ma jument était morte, dans des conditions un peu difficiles. Pour moi, bon, bah tant pis, quoi.
on s'en fout. Enfin, je veux dire, au revoir. Enfin, je pensais même pas à la suite, mais je voulais même pas monter. Et en fait, bon, bah, comme à l'époque, j'étais jeune et je savais pas trop dire non, j'avais pas du tout envie de remonter, mais je suis remontée quand même pour rendre service à Benjamin, quoi. Et en fait, à chaque fois, il m'a dit qu'il avait besoin de moi, tout le temps. Donc je suis venue une fois par semaine, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 4 fois, et puis je venais très souvent. Et en fait, il me faisait monter ses chevaux qu'il avait, bah, il faisait de l'élevage en fait. Donc ces jeunes chevaux, il me faisait sauter avec ses chevaux de 135, donc enfin même de ses... Il avait, je me rappelle, une très très bonne jument qui s'appelait Roussette, que j'adorais, qui était alezane et qui sautait extrêmement bien. C'était une jument vraiment de grand prix, quoi. Et elle était jeune à l'époque, donc il faisait les jeunes chevaux, il faisait les 5 ans classiques avec elle. Et il me la faisait monter et il me faisait sauter avec des gaules et c'était des sensations extraordinaires. J'ai jamais eu de nouveau des sensations comme ça en saut d'obstacle. Quand t'as la chance de monter un cheval qui a des capacités un peu extraordinaires, tu voles, quoi. C'était des super sensations. Et petit à petit, au fur et à mesure des mois, il me fait reprendre le goût en fait du cheval, de l'équitation, du saut, etc. C'était un cavalier de saut d'obstacle. Et bah, moi, financièrement, j'étais sur la paille, hein. J'avais payé une grosse partie de l'opération de Paloma. J'avais, grâce à un mouvement hyper solidaire de ouf, réussi à avoir des dons pour payer une autre partie de l'opération parce que l'assurance m'avait pris juste même pas un tiers du prix. Et j'étais sur la paille, hein, j'avais clairement plus de thunes, j'avais tout utilisé pour Paloma, et puis voilà. Et puis petit à petit, bon bah je travaillais en tant que vendeuse à l'époque et je gagnais plutôt bien ma vie. Et petit à petit, enfin je gagnais plutôt bien ma vie. Tout est relatif, je je gagnais pas des milliers et des cents, mais je gagnais ma vie dans le sens où je pouvais payer mon loyer de maison, faire mes courses et mettre un peu d'argent de côté, grosso modo. Et vu que j'avais plus de pension de chevaux, enfin j'avais juste mon cheval en retraite, eh bien, je me suis dit, bon, bah, je vais mettre ce que je mettais dans la pension, qui coûtait quand même un bras, de côté. Je vais faire comme si j'ai un cheval, mais cet argent, je vais le mettre de côté. Et puis, au fur et à mesure des mois, bah, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai mis le prix de la pension tous les mois de côté. Et au bout d'un an, à peu près, Benjamin, il me dit, Steph, ça serait bien que tu te rachètes un cheval. Et moi, je lui disais, je sais pas, non, j'ai pas trop envie, enfin, je sais pas, j'ai peur. Voilà, je dis qu'il arrive quelque chose. Et puis en même temps, j'avais tellement cette envie de continuer, parce qu'avec Paloma, c'était ma jument de concours. J'avais progressé je sautais 70 cm jusqu'en 115. Et moi, mon rêve ultime à l'époque, c'était de faire une B1, donc une 135 avec mon cheval, quoi. C'était mon goal de vie à l'époque, hein. Aujourd'hui, oh là là, j'en suis bien loin, j'en ai rien à secouer. Je n'ai jamais fait 135 au passage, hein, mais j'en ai rien à carrer. Moi, mon goal de vie aujourd'hui, c'est que mes chevaux soient heureux et bien, avec leurs besoins physiologiques comblés. Voilà, c'est ça mon goal de vie. Donc on en est bien loin, mais bref, j'étais jeune, hein, voilà. Et du coup, je me dis en même temps, ouais, c'est vrai, j'ai envie d'avoir un cheval de concours, j'ai envie de reprendre les concours, surtout qu'on était une petite équipe, enfin des copains, où on partait en concours et tout, et c'était sympa, quoi. Et me voilà à la recherche donc d'un nouveau cheval. Je voulais pas de jument, je voulais plutôt un hongre parce que je voulais pas justement retrouver Paloma, c'était la jument de ma vie, je voulais pas faire un transfert sur la nouvelle jument, quoi. Et bref, je me mets à chercher, je trouve pas, je trouve pas. Alors j'avais un tout petit budget, forcément, parce que bah, j'avais mis de l'argent de côté, mais enfin franchement, c'était pas avec l'argent que j'avais mis de côté que je pouvais m'acheter un cheval, mais à l'époque, ça coûterait, il y a tellement longtemps, ça coûtait pas très très cher un jeune cheval d'amateur qui était pas trop mal pour faire de la 110-115, ça coûtait pas trop cher. Donc je regardais ça, etc. Mais je trouvais pas. Et toujours un truc qui allait pas. Alors j'ai été voir plusieurs chevaux, mais c'était pas fameux. J'en avais essayé, mais j'avais pas le coup de cœur. Et j'attendais vraiment d'avoir le coup de cœur comme j'avais eu avec Paloma, quoi. Et un jour, je tombe sur une annonce d'une jeune femme qui vend sa jument. Et je la trouve super jolie. Non, c'est même pas ça l'histoire. C'est pas du tout ça. C'est à l'époque, j'avais une page Facebook et un blog, un Skyblog,
Et tout le monde, du coup, avait suivi l'histoire de Paloma, quoi. Et quand je me suis mis à chercher un cheval, j'ai mis une annonce en disant, voilà, je suis prête, au bout de ça faisait 1 an à peu près, hein. Je suis prête, je cherche de nouveau un cheval, quoi. Et cette fille, cette jeune femme m'avait contactée pour me dire, voilà, je vends ma jument, elle s'appelle Whitney, je lui cherche une bonne famille, j'ai suivi toute ton histoire avec Paloma, et je pense que t'es quelqu'un qui lui correspondrait. Elle habitait juste à côté de chez moi, enfin à 1 heure de chez moi. Je me dis pourquoi pas, quoi. Alors, j'avais été voir 2, 3 chevaux, ça matchait pas. Je me dis bon, j'y vais. Je voulais pas de jument, mais bon. Et puis je discute beaucoup avant d'aller voir la jument avec cette personne-là. Et en fait, elle m'attendrit, elle m'envoie plein de photos. On voit qu'elle aime sa jument. Elle l'a achetée en Hollande, etc. Mais je lui demande tout le temps pourquoi elle la vend. Et c'est obscur. Il n'y a pas trop de raison, en fait. Elle la vend parce que bah, elle a plus trop le temps de la monter. Bon, ça peut arriver, hein, des études, des machins, voilà. Donc je vais voir Whitney. Et là, rien à voir avec Paloma. Paloma, c'était une grande jument osseuse, un peu ancienne, selle française, machin. Et là, Whitney, c'était une petite KWPN, une petite bombe. Elle était magnifique, mais magnifique, avec des origines de ouf. C'était des. Alors moi, j'y connais rien en génétique, mais à chaque fois que j'ai dit les origines de ma jument, tous les éleveurs étaient scotchés. C'était des origines de dingo. C'était Indoctro, et de l'autre côté, je sais plus quoi. Enfin bref, elle avait des papiers en or. Et c'est vrai que c'était une petite bombe, elle était magnifique. À pied, très gentille, un peu jument, mais franchement super mignonne. Si je compare à Mimi aujourd'hui, Mimi c'est un dragon à côté, quoi. Elle était vraiment adorable, hein, Whitney. Elle était un petit peu jument, mais franchement, ça allait, quoi. Elle n'était pas dangereuse, elle tapait pas, voilà. Mimi, elle est dangereuse. Par moments, elle est dangereuse. Et, euh, et du coup, donc je la vois proposée, comme on disait à l'époque, par un cavalier pro. Donc le cavalier la monte, il fait un petit parcours, elle saute merveilleusement bien. Bref, tout se passe bien, je la trouve super jolie. C'est totalement le style de cheval que j'aime bien. Alors moi j'aime bien les petits chevaux, un peu typé poney, tout ça. Donc c'est une petite KWPN, elle devait faire 1,60 m. Elle était toute ronde, toute compacte. C'était vraiment le style de chevaux que j'aimais bien. Paloma, c'était un coup de cœur, mais pas physique, parce que c'est une grande jument osseuse, rien à voir, quoi. Bref. Et donc je la vois sauter, elle saute merveilleusement bien. Je me dis, oh là là, mais c'est magnifique et tout. Je l'essaye, et là, je vois que. Enfin, j'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui, hein. Clairement, si j'avais eu les connaissances que j'ai aujourd'hui à l'époque, j'aurais clairement vu qu'il y avait des très gros problèmes, que ce soit physique au niveau ovarien, ou que ce soit mental, psychologique. Enfin, c'était une jument qui était extrêmement sensible, qui avait dû être cassée en deux en Hollande, parce que les KWPN, des fois, ils sont dressés, c'est pas tout facile en Hollande, hein. Enfin, ça dépend des écuries, tout ça, mais bon, des fois, ils ont des méthodes qui sont un peu difficiles. Et sa petite propriétaire, elle ne connaissait pas son passé en Hollande. Tout ce qu'elle savait, c'est que elle l'avait récupéré, et elle avait eu un poulain qui était inconnu, qui avait jamais été déclaré ni d'où ni de rien. Et en fait, elle s'était retrouvée avec la jument plus un bébé poulain qu'elle avait appelé Houston. C'était trop mignon, une petite pouliche qui lui ressemblait comme des gouttes d'eau à la mère en plus. Bref. Donc, je la monte, je vois qu'elle est un peu spé, elle est sensible, elle se tortille, elle donne des petits coups de dos. Et vous m'excuserez ce bruit de moto là, je suis toujours dans mon motel à San Francisco avec la fenêtre qui sert à rien, et on entend les bruits de rue comme si on était dans la rue, hein. C'est une catastrophe, donc pardonnez ce bruit incessant de moto qui passe et qui repasse, on sait pas pourquoi. Bref, kéké des bois, quoi. Enfin non, kéké de San Francisco, quoi. Et donc Whitney, je vois bien qu'elle se tortille. Je sens qu'il y a un truc qui va pas trop, parce qu'elle donne des petits coups de dos, mais elle s'arrête pas à l'obstacle. Elle a l'air très très franche et très mignonne et tout. Et la fille, elle me dit, moi, ce qui m'importait, c'est que j'avais un peu peur à l'obstacle, et j'étais pas très douée. Et j'avais besoin d'une jument qui était super franche et super facile, parce que moi, j'étais vraiment pas douée, quoi. Et je l'avais prévenue, je lui ai dit, moi, je suis une petite amateur, je suis vraiment débutante.
Je saute 1,15 m, mais c'est vraiment parce que j'avais entièrement confiance en ma jument et que je m'entendais vraiment bien avec elle. Mais sinon, j'ai un petit niveau, quoi. Et elle m'avait dit, non, non, mais c'est bon, le cavalier pro m'avait dit, oui, il faudra te faire encadrer quand même, machin. Il m'avait donné des petites pistes, machin. Bon, elle était vraiment pas chère, elle rentrait dans mon budget, elle me plaisait, la jeune fille avait l'air vraiment sincère, je me suis dit, banco, je la prends. Donc j'achète Whitney, elle arrive aux écuries, et clairement, on va couper court, on va spoiler tout de suite, c'est une descente aux enfers. Je m'aperçois que c'est pas du tout le même style de personnalité que Paloma. C'est une jument qui est très sensible. C'est une jument qui a été un peu cassée, qui n'a pas confiance en l'humain, qui n'est pas à l'aise avec l'humain, qui n'aime pas l'humain. C'est-à-dire que quand tu vas la chercher au pré, elle veut pas venir. Elle a des mauvais... Enfin, j'arrive pas à m'entendre avec elle. On a deux caractères très sensibles, toutes les deux très explosifs. Donc, moi, je m'énerve facilement. Elle se rebelle. Elle se laisse pas faire. Paloma, c'était une jument hyper froide. Donc, il se passait jamais rien. Elle, dès qu'il y a un petit truc, il y a une mouche qui pète, elle est toute expressive, très sensible. KWPN. Très, très, très sensible. Tout à fleur de peau, etc. Je la fais voir à l'ostéo, on me dit qu'elle a été recousue parce que les ovaires, si ça, je la mets sous truc d'ovaire. Mais il n'y a rien qui fait, elle est difficile, dans le sens où petite mère, elle devait certainement très avoir mal au dos, hein. J'avais fait pourtant des radios, le vétérinaire m'avait dit attention, il y a des petits conflits de processus épineux qui commencent, il n'y a rien de dramatique, mais il faut bien la travailler vers le bas parce que ça peut lui faire mal au dos. Avec le recul en tant que masseuse, je pense clairement qu'elle avait très mal au dos, très mal aux ovaires, et que elle était pas immontable, mais quasiment quoi. Et malgré tout, bah, moi à l'époque, n'y connaissant strictement rien, et la plupart, hein, c'est pas méchant hein, ce que je vais dire, mais souvent à l'époque dans les écuries, personne n'y connaissait rien du tout aux douleurs des chevaux, quoi. On faisait venir l'ostéo une fois par an, les masseurs, ça n'existait pas, et puis on filait du Tildren en veux-tu, en voilà, dès que le cheval n'était pas bien, quoi. Et puis terminé, basta. Donc à l'époque, j'ai fait venir l'ostéo, le dentiste, machin. Pour moi, j'ai fait tout venir, quoi. Elle avait eu un check-up veto en long, en large et en travers. Il m'avait dit qu'il y avait des petits conflits, mais c'était pas trop grave. Au passage, le veto, je me rappelle, celui qui était venu, enfin, avec le recul aujourd'hui, vu que je le connais bien, malheureusement, c'était vraiment un branquignol. Donc le mec, il y avait des conflits de processus épineux, mais je pense que ça lui faisait mal. Alors que lui m'avait dit non, non, il n'y a pas besoin d'infiltrer, hein. Non, non, c'est bon, c'est du petit truc, c'est rien, il faut la travailler vers le bas. Donc travailler vers le bas, quand j'y repense, mais quelle connerie. Benjamin des écuries me dit bah faut la mettre avec des enraînements. Donc elle était enraînée dans tous les sens, cette pauvre jument. Donc imaginez, mal au dos, on lui tirait la tête vers le bas, elle était sensible, donc c'était tout le temps la bagarre. Elle supportait pas de tourner en carrière parce que je pense que ça lui faisait vraiment très mal de faire des cercles et des choses comme ça. Et par contre, quand on faisait des trottings, elle était extraordinaire en ligne droite. Mais parce qu'elle devait pas avoir mal, tout simplement. Donc bref, s'ensuit des mois et des mois de galère. Je redescends complètement en concours sur des hauteurs que j'avais jamais fait depuis quelques temps, c'est-à-dire que je passe de 115 à 95 cm. Et je finis pas mes parcours, c'est une catastrophe. Je me casse la gueule dans tous les sens en permanence. J'ai des très grosses chutes très violentes avec elle parce qu'elle s'arrête, petite mère. Ah oui, elle a mal, je monte comme une branquignole. Et puis en plus, elle a mal, donc forcément, elle s'arrête en fait. Elle peut pas faire autre chose, quoi, petite mère. Heureusement, j'ai la chance d'avoir aux écuries Benjamin qui m'engueule en me disant que je monte comme une merde et qui engueule pas la jument. Je fais des stages dans tous les sens, j'essaye de m'améliorer dans mon équitation, il n'y a rien qui fait. Alors, même si je montais, et je monte probablement pas super bien, je m'en fous, c'est pas le problème. Le problème, c'était qu'elle avait mal. On aurait pu monter comme on voulait, du mieux qu'on voulait. La jument, elle avait mal au dos, elle avait mal aux ovaires, elle n'était pas bien physiquement. Elle avait des chaleurs qui étaient très difficiles. Mais moi, il n'y a que avec le recul aujourd'hui que je le sais. À l'époque, je ne voyais pas ça. Et les personnes qui étaient dans les écuries non plus, puisqu'ils
ils n'étaient pas super doués dans les soins ou dans la biomécanique ou dans la physio du cheval, quoi. Et c'est vrai que bon, des mois et des mois de galère, je change d'écurie à un moment donné. Je l'emmène plus près de chez moi parce que c'était beaucoup trop loin chez Benjamin. J'arrive dans une écurie un petit peu loisir, plus du tout saut. Et rebelote, la jument, elle veut même plus se laisser attraper au pré. C'est-à-dire que je passe, quand je vais la voir, je passe une demi-heure sans mentir à essayer de l'attraper. Et je comprends pas. Je me dis dans ma tête, ouais, mais c'est qu'elle est con. Pas du tout. En fait, la jument, elle en peut plus. Puisque quand je viens la voir, c'est juste pour la monter, pour la travailler. Et elle a mal partout. Donc en fait, elle a qu'une envie, c'est qu'on lui foute la paix. Mais ça, à l'époque encore, je passe totalement à côté du truc. Je comprends pas. Je rechange d'écurie ensuite parce que je me sépare à l'époque de Guillaume, le mec avec qui je suis depuis 6 ans et qui m'a trompée pendant 6 ans. On doit vendre la maison. Et je pars du coup habiter, comment dirais-je, chez mes parents. Et je trouve une pension en fait assez loin de chez mes parents, mais c'est l'oncle d'un ami d'enfance. Et je sais qu'il est bien et que c'est quelqu'un de bien et que je connais bien. Et à l'époque, je me retrouve un chéri qui est mon premier amour, qui est Fred, pour ceux qui écoutent mes podcasts, qui habite justement juste à côté de cet oncle-là qui fait la pension. Donc en fait, ça me permet d'aller voir mon copain et ma jument en même temps, donc c'est très bien. Et pareil, je suis chez Francis, enfin c'est son petit surnom, Francis. C'est un super gars, ça se passe super bien, il est adorable. C'est quelqu'un aussi qui fait du saut d'obstacles, il n'est pas du tout moniteur. Mais lui, c'est entre guillemets, un bon amateur. Ses filles aussi, elles font beaucoup de compétitions et elles ont un très bon niveau. Et je me dis que je peux peut-être progresser avec eux. Mais là, rebolote, j'ai beau travailler, faire tout ce que je peux. La jument, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je tombe tout le temps. Je la mets au travail euh, avec Francis à l'époque. Et je me rappelle d'une séance. Alors aujourd'hui, ça va être très difficile pour moi de l'expliquer parce que je risque de pleurer, parce que ça me fait beaucoup de peine. À l'époque, je comprends pas ce qui se passe. Et Francis, c'est pas quelqu'un de méchant, hein. Il aime les animaux, il s'occupe bien des animaux, mais je pense qu'il manque de connaissances. Enfin, il manquait, en tout cas, j'en sais rien, j'ai pas de contact encore avec lui aujourd'hui, je peux pas juger. Mais il manquait de connaissances au niveau comportemental, mentalité, psychologique du cheval. Et santé, biomécanique et tout ça. En fait, il prenait ça pour du caractère. Je pense que la jument, elle était en souffrance ultime. Je me, je- il me l'apprenait au travail parce que j'arrivais pas à m'en dépatouiller. Et je me rappelle d'une séance de travail avec lui. Alors, il n'y avait aucune violence, hein. Il n'y avait aucune violence, il n'y avait pas de coup de cravache, il n'y avait rien. Mais elle voulait pas se plier. Et en fait, me prenait dans les jambes, dans les mains, dans les jambes, dans les mains. Vous voyez un peu le genre d'équitation que aujourd'hui je supporte plus et je pratique absolument plus, qui pour moi est au niveau biomécanique et comportement du cheval, ça n'a aucun sens de mettre des jambes pour avancer et de tirer la bouche en même temps. Ça n'a aucun sens. Au cheval, vous lui dites avance et arrête-toi en même temps. Aucun sens. Donc, au niveau mental, le cheval comprend rien. Et au niveau physique, je vous laisse imaginer les coups dans le ventre et on cisaille la bouche, hein. Donc voilà, bref. Donc souffrance physique et mentale. Et là, je vois ma jument, mais blanche de mousse, blanche. Et à un moment donné, elle se met à faire pipi. Faut savoir que uriner comme ça chez un cheval, c'est une détresse extrême, quoi. C'est un stress extrême. C'est comme nous, en fait. Quand on a très peur ou on est très stressé, on va faire pipi dans notre culotte. Et ben là, c'est exactement la même chose. Et cette scène, je l'ai imprimée dans mon cerveau. Et elle me fait extrêmement souffrir aujourd'hui parce qu'avec toutes les connaissances que j'ai sur l'éthologie équine, sur le comportement du cheval, pour moi, Whitney, à ce moment-là, elle est en détresse ultime. Elle sait plus ce qu'elle doit faire, en fait. Et
Enfin, la non-connaissance peut créer des moments de maltraitance chez le cheval. Alors, autant de mon côté, hein, que avec Francis qui est dessus, là, à ce moment-là. Et je me rappelle qu'il me regarde et il me dit, mais c'est pas possible qu'elle se mette dans des états comme ça, elle en pisse, c'est incroyable quand même. Et au lieu d'arrêter et de dire, bon, là, ça sert à rien du tout, non, il continue, il continue, il continue, jusqu'à temps d'avoir un truc où elle s'est mise à céder. Et là, il a lâché, il l'a laissé tranquille. Mais ça a duré je ne sais combien de temps. Et en fait, je l'ai laissé au travail, comme ça, des mois. Ça n'a rien changé parce qu'en fait, tout simplement, je pense qu'elle avait tellement mal, tellement, que en fait, voilà, la jument, qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse de plus? Enfin, moi, c'est vraiment une souffrance de raconter ce podcast parce que je me remets dans cette histoire et je suis pas fière de moi. Ça fait vraiment partie des choses qui me sont très difficiles dans mon expérience équestre. Whitney, pour moi, c'est un échec. Alors, pas elle, mais moi vis-à-vis d'elle, parce que je ne l'ai pas comprise, je ne l'ai pas aidée. Au lieu de ça, je l'ai enterrée, vivante, cette pauvre jument, en mettant des gens dessus, en la forçant, en mettant des enraînements, en n'essayant pas de comprendre ce qu'elle voulait me dire, quoi. Et c'est très difficile, pour moi, c'est très difficile. Bref, au bout de quelques mois, je vois bien que j'y arrive pas. Ça fait plusieurs années que je l'ai à ce moment-là, il me semble 2 ou 3 ans, et j'arrive à rien avec. Et Francis, à l'époque, me dit, écoute Steph, vends ta jument, et moi je peux te proposer un super cheval à la place. Et tu fais un échange et machin. Et moi je lui dis, bah écoute, enfin il me dit, tu fais un échange. Il me dit, on te rachète ta jument et tu mets au bout pour le super cheval que j'ai à te proposer. Et je lui dis, écoute, je suis pas sûre, je suis pas sûre. Je mets quelques semaines quand même à réfléchir et Francis, il me dit, si, c'est un super cheval, franchement, il est top, tu vas pouvoir te faire plaisir en concours, nanani, nanana, nanani, nanana. C'est un copain à moi qui le vend, blablabla, blablabla. Je mets beaucoup de temps avant de me décider, mais à un moment donné, j'en peux plus, je sais pas, c'est la goutte d'eau, je me rappelle être venue la monter et j'en peux plus. Et je deviens en colère en fait contre elle. Alors, je m'énerve pas contre elle, mais intérieurement, je me dis, moi, j'en ai ras-le-bol. Je la dégage, j'en ai marre. Et je dis à Francis, ok, d'accord, voilà, d'accord, combien il coûte, comment ça marche, où je vais l'essayer, blablabla. Et en fait, le cheval, en fait, ils me reprennent ma jument. Ils me font croire que le cheval, alors à l'époque, coûte 10 000 euros. Et qu'on me reprend ma jument 5 000 et que je rachète le cheval 5 000. Sauf que moi j'avais dit à Francis, ok, si tu me trouves à faire un échange d'un cheval, je veux bien, mais j'ai pas d'argent à mettre dessus. Et en fait, il reste un peu dans le flou. Alors Francis, c'est un petit peu un filou, tu vois, il était un peu dans le marchandage de chevaux, tu vois. Et je vois bien qu'il a envie de me vendre un cheval, tu vois. Enfin, même si c'est pas lui qui vendait, mais je pense qu'il prenait une com, tu vois. Et en fait, le cheval en question, c'est Zozo. Et je vais pas raconter comment ça s'est passé, mais en gros, au final, je me retrouve à devoir rajouter 5 000 balles, quoi. Et je suis obligée de faire un prêt, parce que le cheval me plaît trop. Mais ça, je vous spoile pas, je vous le raconterai dans un autre podcast. Donc pour en revenir à Whitney, je me rappelle que il m'avait dit, le gars donc, qui me vendait Zozo, quand je l'essaye et que je me dis, ouais, il est génial ce cheval, je veux ce cheval et tout. Je me rappelle que le mec me dit, bah, je viendrai chercher la jument. Je te déposerai ton nouveau cheval et je viendrai chercher la jument. Et en fait, je me rappelle qu'il fait très froid à l'époque et que en fait, le mec n'a même pas de couverture pour ma jument et qu'elle est tondue. Et que bah, moi, je voulais pas, enfin, je voulais récupérer les couvertures parce que bah, je voulais les revendre en fait. Parce que je me retrouvais à remettre 5 000 balles qui n'étaient pas du tout prévues. Et en fait, je m'aperçois qu'il a aucune couverture. Et là, je me dis, mais je peux pas la laisser comme ça. C'était un mois de janvier ou février. C'était au février. Je peux pas la laisser comme ça en plein mois de février, sans couverture, dans le vent. Elle va crever de froid, quoi. Donc en fait, je lui laisse sa couverture. Et je me rappelle, en fait, c'est horrible cette sensation.
Je la vois monter dans le vent et je me dis dans ma tête, bon débarras. Encore aujourd'hui, hein, c'est quelque chose de très difficile de vous le dire, hein. C'est parce que je crois que c'est la pire chose que j'ai pu penser de ma jument, de dire ça. Et sur le coup, j'étais soulagée qu'elle s'en aille parce que j'en pouvais vraiment plus. Ça faisait 2 ans ou 3 ans que je galérais et j'en pouvais plus. Et j'étais en colère contre elle alors qu'elle avait rien fait, petite mère. Et j'ai pensé ça. Bon débarras, mais quelle horreur en fait. Quel monstre je suis. Enfin, aujourd'hui, de vous dire ça, ça me fait mal, mais mal au cœur. Parce que en fait, c'était moi l'abrutie dans l'histoire. C'était pas ma jument, c'était moi. Sauf que j'avais pas assez de recul pour savoir que j'étais une pauvre fille qui comprenait rien à sa jument et qui lui avait fait vivre un calvaire, alors que en fait, elle avait juste à se former, à apprendre à être la personne que je suis aujourd'hui. Et encore, j'ai tellement de choses à apprendre et je fais encore tellement d'erreurs avec les chevaux, mais j'en fais quand même moins qu'à l'époque. Et je me dis, mais quelle horreur! Par méconnaissance, j'étais maltraitante, quoi. J'étais maltraitante en fait. Bref, les années passent, j'ai mon zozo, je vous raconterai ça dans un autre podcast. Mais Whitney, elle m'a jamais quittée dans ma tête. J'y pensais très très souvent. Et j'ai toujours gardé sa trace, toujours. Elle a été vendue du coup dans le sud-ouest à un monsieur qui s'appelait Johan et qui était cavalier pro, qui faisait un peu de commerce aussi. Et en fait, il était tombé amoureux de Whitney parce que par ses origines, parce qu'elle sautait bien et tout. Il l'a eu quelques années pour faire du concours, apparemment ça se passait plutôt bien. Et il m'avait promis, j'ai eu des nouvelles avec lui pendant des années. Des années, il m'en a donné une fois de temps en temps pour me dire voilà Whitney à tel concours, voilà Whitney si, Whitney. Et je savais que. Alors je sais pas quelles étaient ses conditions de détention, entre guillemets, de vie et tout, mais ça m'avait l'air d'être un type un peu spé, mais plutôt respectueux de ma jument et qui avait l'air de bien s'en occuper et qui l'aimait beaucoup. Et il m'avait promis une chose. Il m'avait promis que quand elle serait trop vieille pour faire du concours, il essaierait de lui faire un poulain. Moi, je lui avais prévenu en fait qu'elle avait beaucoup de mal à. Elle avait fait un poulain une fois dans sa vie, mais elle avait beaucoup de mal à prendre. Et, euh, et je lui avais dit que. Enfin, il m'avait dit que si elle n'arrivait pas à prendre, c'est pas grave. Il trouverait quelqu'un qui la prendrait en retraite et tout irait bien pour elle. Et alors longtemps, j'ai cru que c'était Bobard. Et il a tenu promesse, puisque en fait, quand il l'a arrêté, j'ai plus trop de nouvelles. Et je sais plus, j'avais fait un post sur Instagram mais un truc lambda, hein, pour parler de ma jument en disant que moi aussi, avant de me former chez Andy Booth, je n'y connaissais rien aux chevaux et j'avais fait des erreurs et je donnais l'exemple de Whitney avec des photos de moi qui me casse la gueule, de Whitney qui lève le cul et tout et tout. Et j'avais eu donc sa nouvelle propriétaire qui m'avait envoyé un message avec une vidéo de Whitney et de son bébé. Et elle me disait, elle est poulinière chez nous, elle a fait un bébé et je suis tellement fan de cette jument que... mais c'est vrai qu'elle était tellement mignonne, elle était hyper attachante aux soins, c'était une jument adorable, elle était vraiment super. C'est juste elle en pouvait plus en fait cette jument, c'est tout, elle avait mal partout, enfin... Bref, je suis tellement en colère contre moi-même que de toute façon, je pense que j'aurais beaucoup de mal à me pardonner. Je sais pas si j'arriverai à me pardonner, mais bon. Faut avancer, comme on dit. Et donc, elle m'avait donné des nouvelles pour me dire que Whitney, elle était bien, elle faisait des bébés, que tout allait bien, que elle était au pré, que, enfin voilà. Et du coup, cette personne, elle me suit hein, sur les réseaux. Et elle m'a donné 2, 3 fois des nouvelles pour me dire que Whitney allait bien et que elle était en pleine forme et que tout se passait bien. Et ça m'a touchée énormément qu'elle m'envoie ce message. Et je vous avoue que quand j'ai eu ma maison avec mon ex-mari Jérémy, où j'ai pu avoir mes chevaux chez moi, avant d'avoir Mumule, je projetais de la racheter en retraite. Et en fait, ça s'est pas fait parce que j'avais demandé à Johan en fait que quand il la mettrait en retraite, qu'il m'envoie un message pour que je puisse lui racheter en fait. Il m'avait dit oui, 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 et en fait il l'a jamais fait.
Et le temps qui passait, je me suis dit, bon, il l'a peut-être gardé, tout ça. Et il répondait plus trop à mes messages. Et en fait, j'ai su indirectement que non, il l'avait revendu. Je pense que c'était pour une question de prix, parce que moi, c'était pas pour une poulinière, hein, c'était pour la racheter, voilà, pour qu'elle fasse sa retraite et pour lui demander pardon, en fait. Et pour lui foutre la paix et qu'elle soit heureuse, et voilà. Et en fait, je pense qu'il a dû la vendre un peu plus cher qu'avec moi. Et du coup, il l'a vendu à cette personne, mais qui s'en occupe très bien. Donc voilà, mais un grand merci à elle. Je suis incorrigible parce que je ne me souviens pas du tout de son prénom. Mais en tout cas, elle est dans une écurie où elle est bien. Ça fait quand même quelques temps que j'ai pas eu de nouvelles, ça fait peut-être 1 an ou 2, donc je sais pas si elle est toujours en vie, si elle va toujours bien, si... Voilà. Enfin, ça fait moins de 2 ans, hein, ça doit faire c'était l'année dernière. Donc voilà, c'était l'histoire de Whitney. C'est pas une histoire facile, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant d'enregistrer ce podcast, parce que j'avais peur de pleurer comme Paloma. Alors je n'ai pas pleuré, je suis assez fière de moi. J'ai quand même la boule au ventre, hein. Je vous avoue que là, je termine le podcast, je suis pas très bien. Donc je pense que je vais en enregistrer un autre à la suite avec un sujet plus léger, parce que là c'est ouais, j'aime pas rester dans un mood comme ça. J'enregistre mes podcasts avant de me coucher en fait. Et là j'ai pas envie de me coucher comme ça. Donc je pense que je vais faire un autre podcast avec un sujet un peu plus léger. Bref. Donc voilà, c'était l'histoire de Whitney, ma deuxième jument. Et le prochain podcast chevaux, ce sera l'histoire de Zozo, qui arrive juste après Whitney. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me faire des retours si ça vous est déjà arrivé de vendre un cheval et que ça vous a brisé le cœur. Moi, clairement, je pense que je me pardonnerai jamais d'avoir fait ça. Même si je suis heureuse quand même, puisque j'ai rencontré Zozo, et sans ça, j'aurais pas rencontré Zozo, qui est toujours avec moi, bien sûr, et qui sert plus à rien, tellement il est ataxique et broc, mais moi, il me sert tellement dans mon cœur. C'est mon cheval de cœur, c'est mon partenaire de vie, c'est mon ami, et il restera avec moi jusqu'à la fin de ses jours. Et de toute façon, comme tous mes chevaux aujourd'hui, comme Mimi, Mumule, les trois resteront à moi toujours. Et je ferai du mieux que je peux pour leur donner un cadre de vie qui répond le mieux à leurs besoins, et ne pas voilà, refaire des erreurs du passé comme j'ai pu faire, d'essayer de mieux les comprendre, et de faire en sorte qu'ils soient heureux, eux, en tant que chevaux, et pas en tant que objet pour faire du sport, hein. Je les vois plus du tout comme ça, mes chevaux, hein. J'ai bien changé. Whitney m'a permis, je pense, d'évoluer et de changer, parce que ça a tellement été difficile derrière, après, le recul. Parce que quand je me suis dit bon débarras, les mois, les années qui ont suivi, je m'en suis tellement voulu. Tellement. J'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir fait ça. Parce que j'ai toujours pointé du doigt les gens qui abandonnaient leurs animaux, qu'ils soient chiens, chats, n'importe quoi, chevaux, machin. Et je faisais la même chose. Je faisais la même chose. Donc, non, 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 on peut pas faire ça. Enfin, moi, je m'en voudrais toujours. Je, je, attention, je ne stigmatise pas les gens qui vendent leurs chevaux. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun a ses propres convictions, fait ses propres choix. Moi, ce que font les autres, ça ne me regarde pas, et j'ai bien assez à m'occuper de ce que je fais moi-même pour aller juger les autres. Donc je ne juge pas, mais par contre, pour moi, je me juge moi-même en me disant c'est n'importe quoi. T'aurais dû, toi, te remettre en question et pas remettre en question ta jument parce que ça n'allait pas, je l'ai changé pour avoir un autre cheval. C'est ridicule. Enfin, pour moi, aujourd'hui, je m'en veux énormément, et si c'était à refaire, enfin, c'est compliqué de répondre à ces questions parce que j'aurais jamais connu Zozo, et ça m'aurait fait de la peine de pas le connaître. Mais ouais, j'aurais pas dû la vendre. Enfin, pour moi, j'aurais pas dû la vendre. Je l'ai abandonnée, et j'aurais dû la garder, m'en occuper, et peut-être arrêter de la monter, trouver ce qu'elle avait, et voilà quoi. Mais bon, bref, on peut pas refaire le passé. Aujourd'hui, le principal, c'est qu'elle a eu une belle vie, et que j'ai eu des nouvelles tout au long de sa vie, que j'ai pu la suivre, j'ai pu voir que ça se passait bien, qu'elle était en bonne santé.
Donc ça, je dirais, c'est le principal. Après, voilà, on fait tous des erreurs. Je pense pas que j'arriverai à me pardonner celle-ci, mais bon, parfois, faut être un peu plus clément avec soi-même. Donc j'essaye de faire un travail sur ça. Ce podcast en fait partie, puisque le fait de vous raconter cette histoire, ça me permet moi aussi d'extérioriser ça, d'en parler, de le sortir, de vider mon sac. Et donc d'avoir aussi vos retours, de m'exposer au jugement des gens. Et je pense que ça fait partie du travail à faire sur cette histoire-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours hein, directement en dessous de ce podcast, hein, en commentaire, ou alors en DM sur Insta. J'adore discuter avec vous sur Insta, c'est toujours un plaisir. Et si vous avez aimé ce podcast et si vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles parce que c'est bon pour le référencement. Et puis moi, ça me fait surtout très plaisir d'avoir 5 étoiles sur mon podcast. Petite fierté, quoi. Voilà, bon, je vous retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h et je vous fais des gros bisous. Salut!